Dans les chapitres précédents, je vous ai appris comment analyser un compte de résultats. Donc vous avez appris à construire un tableau des soldes, à calculer des ratios, à calculer la CAF et puis à analyser tous les résultats que vous avez trouvés. Maintenant, on va se centrer sur l'analyse du bilan. Pour analyser le bilan, on doit construire un document qui s'appelle le bilan fonctionnel. Et bien pour bien comprendre la construction de ce bilan fonctionnel, on va partir d'une étude de cas qui correspond au cas Jalum. L'étude du cas Jalum va nous permettre de découvrir ce qu'on appelle des cycles fonctionnels de l'entreprise. Prenons connaissance des informations sur ce cas. Madame Lejeune, sans emploi, a créé avec Madame Adam une société de vente de luminaires, la société Jalum. Elle a débuté par la vente de luminaires auprès de particuliers et de professionnels. Elle a acquis du matériel, un local, des agencements. Elle a payé ce matériel grâce à ses apports et à un emprunt remboursable en 10 ans. Chaque semaine, elle achète des luminaires et les règle au comptant car les fournisseurs ne lui font pas encore confiance. Les luminaires sont stockés en moyenne 30 jours avant d'être vendus. Ses clients règlent en moyenne avec un délai d'1 semaine car elle n'a pas pu imposer un paiement au comptant. Je vous demande dans un premier temps de classer les différentes opérations réalisées par Madame Lejeune selon les 3 cycles fondamentaux d'une entreprise, à savoir le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et le cycle de financement. Parmi les opérations que vous identifiez ici dans ce contexte, qu'est-ce qui se réfère à votre avis à l'exploitation, à son activité courante, à son activité du quotidien? Eh bien, le cycle d'exploitation regroupe l'ensemble des opérations liées à l'activité principale de l'entreprise. Ça peut être produire et vendre des biens et services ou simplement vendre des biens et services si l'entreprise a une activité commerciale. Dans le cas présent, vous avez une activité uniquement commerciale. Donc si vous arrivez à identifier en fait les différentes opérations du cycle d'exploitation, puisqu'elle doit acheter des luminaires pour les mettre en magasin, ensuite elle les stocke et ensuite elle les vend. Ce cycle d'exploitation est représenté sous la forme d'un schéma. Au moment de l'achat, la particularité c'est qu'on doit payer les fournisseurs. Alors on ne les paye pas forcément tout de suite, mais en tout cas il y a un décaissement à un moment donné qui doit se faire. Ensuite on va stocker les luminaires et il faudra attendre le moment de la vente pour pouvoir récupérer de la trésorerie au moment où les clients nous paieront le montant de ces ventes. Grâce à la trésorerie récupérée par les ventes, eh bien, on va pouvoir racheter de nouveau des luminaires pour les mettre en magasin. On continue avec les opérations qui se réfèrent au cycle d'investissement. L'investissement, c'est l'acquisition de biens durables pour l'entreprise, c'est-à-dire des biens qui sont destinés à rester plus d'1 an dans l'entreprise. Je ne parle ici que d'investissement matériel ou éventuellement immatériel. Dans le cas présent, l'entreprise, il est noté qu'elle a acquis du matériel, en l'occurrence un local et des aménagements ou agencements qui correspondent ici aux investissements de l'entreprise. Dans un dernier temps, vous allez vous demander quels sont les moyens de financement qu'a utilisé l'entreprise pour financer ses investissements et son cycle d'exploitation. On constate que l'entreprise a payé le matériel grâce à ses apports et grâce à un emprunt remboursable en 10 ans. Elle s'est donc financée en partie par des fonds propres, puisqu'elle est partie de son capital, et en partie par des emprunts donc, qui correspondent à des ressources externes. Le cycle de financement regroupe en fait l'ensemble des opérations qui permettent de financer à la fois les investissements, mais également l'activité courante de l'entreprise. Donc, parmi les moyens de financement, vous avez les ressources propres de l'entreprise, en l'occurrence l'autofinancement, lorsqu'elle se finance grâce à ses bénéfices antérieurs. Dans le cas présent, ce n'est pas possible puisque c'est une création d'entreprise. Le capital qui correspond à la somme des apports et des ressources externes où ici je n'ai mis que les emprunts. Il peut aussi y avoir des subventions d'investissement par la suite. On a donc identifié les 3 cycles fonctionnels d'une entreprise, le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement et le cycle de financement. Bien évidemment, les moyens de financement vont permettre de financer les investissements et vont permettre de financer également le besoin de financement qui proviendra du cycle d'exploitation. D'une manière générale, c'est assez facile de comprendre que quand on investit, on a besoin d'argent. Mais c'est un petit peu moins intuitif de comprendre que le cycle d'exploitation crée en permanence un besoin de financement. Pour comprendre cette notion, je vais vous demander de porter sur un axe des temps les opérations qui se réalisent lors du cycle d'exploitation de l'entreprise Jalum, à savoir l'achat de luminaires, le stockage de luminaires et la vente de luminaires. Et on va également positionner sur ce même schéma les flux financiers qui correspondent, à savoir le décaissement qui est lié aux achats et l'encaissement qui est lié aux ventes. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe. Je commence par les flux physiques, donc achat, stockage et vente. Donc je positionne mon achat au-dessus de la première flèche du schéma.
Ensuite, j'ai une période de stockage dont il est noté qu'elle dure en moyenne 30 jours. Et ensuite, j'ai mes ventes. Je vais maintenant positionner les flux financiers correspondant à mes flux physiques. Au niveau des achats, il est noté que ces achats sont payés au comptant car les fournisseurs ne font pas encore confiance à notre entreprise. Je positionne donc juste en dessous des achats mon décaissement au comptant. En ce qui concerne mon encaissement, il est noté que les clients règlent en moyenne avec un délai d'1 semaine. Je vais donc positionner mon encaissement 7 jours après la date de réalisation de ma vente. Et là, on va constater que l'entreprise doit en permanence décaisser de l'argent qui correspond au montant des achats avant de pouvoir encaisser l'argent qui correspond aux ventes. J'ai donc un décalage de paiement qui ici est chiffré à 37 jours qui correspond à un besoin de financement pour l'entreprise. Autrement dit, une entreprise, d'une manière générale, aura toujours besoin d'engager des dépenses pour pouvoir financer son stock, payer ses fournisseurs, payer éventuellement ses salariés, payer son loyer, avant de pouvoir commencer à encaisser de l'argent qui correspond à ses ventes. On va donc noter la phrase suivante. Les achats sont payés au comptant et Madame Lejeune encaissera le montant des ventes en moyenne 37 jours après. Il y a donc un décalage permanent entre les décaissements et les encaissements qu'il faut financer. Le cycle d'exploitation crée donc en permanence un besoin de financement. Madame Lejeune, après 6 mois d'activité, a réussi à entretenir de bonnes relations avec ses fournisseurs qui lui permettent désormais de régler avec un délai de 15 jours. Je vous demande d'évaluer l'impact de ces nouvelles conditions sur le besoin à financer. Donc là, je vous ai remis le schéma qu'on a vu sur la diapositive précédente. Désormais, vos fournisseurs vous permettent de régler avec un délai de 15 jours. Qu'est-ce qui va être modifié ici sur le schéma et de combien va être modifié le décalage de paiement qu'il y a entre le moment du décaissement et le moment de l'encaissement? Le paiement des fournisseurs, au lieu d'être au comptant, a été décalé de 15 jours. J'ai donc modifié ici ma date de décaissement en la décalant vers la droite et je me rends compte que cela impacte positivement le décalage de paiement puisqu'il n'y a plus que 22 jours entre le moment où je décaisse l'argent qui correspond au paiement de mes fournisseurs et le moment où je dois récupérer l'argent qui correspond à mes clients. On constate donc une diminution du décalage entre décaissement et encaissement et donc une diminution du besoin de financement. Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour diminuer ce décalage de paiement? Là, on a agi sur le délai de paiement des fournisseurs. Donc, plus on demande un délai de paiement à nos fournisseurs, plus ils nous permettent de les régler tard, mieux c'est pour nous, puisque cela va diminuer le besoin de financement lié à l'exploitation. Est-ce que vous ne verriez pas deux autres leviers d'action qui vont nous permettre de réduire encore ce décalage de paiement? Eh bien, on aurait pu aussi conseiller à l'entreprise de réduire sa durée de stockage, puisque actuellement, elle stocke ses luminaires en moyenne 30 jours. Plus elle va fonctionner en flux tendu, plus sa durée de stockage sera réduite et plus ça agira sur le décalage de paiement également. De la même façon, actuellement, vous avez des clients qui payent en moyenne avec un délai de règlement de 7 jours. Plus vous allez demander à vos clients de payer tôt, donc plus vous allez leur imposer un paiement au comptant, plus votre décalage de paiement va être réduit et vous récupérez de fait l'argent plus vite. Même à la limite, les clients, au lieu de leur demander un paiement au comptant, on peut même leur proposer de payer un acompte dès qu'ils commandent. Comme ça nous permet de récupérer de la trésorerie au plus vite. Sur la question 4, je vous demande de caractériser la durée des cycles d'exploitation, d'investissement et de financement sur le tableau de la question 1. Alors quand je vous demande de caractériser la durée, il s'agit de me dire s'il s'agit d'une durée plutôt inférieure à 1 an ou supérieure à 1 an. Donc à votre avis, entre le moment où j'achète mes luminaires et le moment où je vends mes luminaires, est-ce que cette durée est inférieure à 1 an ou supérieure à 1 an? Entre le moment où j'investis et le moment où je récupère les fruits de cet investissement, y a-t-il moins d'1 an ou plus d'1 an? Et les moyens de financement qui ont été accordés ici à l'entreprise, qui ont été utilisés par l'entreprise, sont-ils des moyens de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour moins d'1 an ou pour plus d'1 an? Eh bien, le cycle d'exploitation est souvent qualifié de cycle court, car il y a un délai inférieur à 1 an entre le moment où vous achetez vos luminaires et le moment où vous allez revendre vos luminaires. On verra toutefois que dans certaines activités, ce cycle d'exploitation peut être plus long que dans d'autres activités. Mais ici, dans le cadre d'une activité simplement commerciale, où vous achetez et vous revendez, souvent on qualifie ça de cycle court. Pour les cycles d'investissement et de financement, il s'agit d'un cycle long. Les ressources de financement
que sont le capital et l'emprunt sont à la disposition de l'entreprise pour une longue période et les investissements de l'entreprise engagent l'entreprise également sur le long terme, c'est-à-dire sur plus d'1 an. Maintenant que vous avez compris l'existence des 3 cycles fonctionnels qui existent dans l'entreprise, on va essayer de mettre en évidence la présence de ces cycles dans le bilan comptable de l'entreprise. Aussi, après 3 ans d'activité, Madame Lejeune souhaite faire le bilan de sa situation financière. Son comptable lui a établi son bilan comptable, mais elle se pose certaines questions. Elle fait donc appel à vos services pour répondre à ces interrogations. Afin d'étudier l'équilibre financier de cette entreprise, vous allez devoir rattacher les différentes rubriques du bilan aux 3 fonctions suivantes que l'on a identifiées, investissement, financement et exploitation. Donc je vais vous demander de prendre plusieurs couleurs, des stabilos, des crayons de couleur, et on va dans un premier temps repérer dans le bilan, avec une première couleur qui pour moi sera le jaune, le montant des investissements de l'entreprise. Ces investissements, on va les qualifier d'emplois stables. Donc montant des investissements qui ont été réalisés par l'entreprise. Vous avez ici le bilan comptable de l'entreprise, alors avec les différentes rubriques, actifs immobilisés, actifs circulants pour l'actif et capitaux propres dettes pour le passif. Comment est-ce que je peux repérer le montant d'origine des investissements réalisés par l'entreprise? Eh bien, le montant des investissements correspond aux acquisitions d'immobilisation réalisées par l'entreprise, qu'elles soient corporelles, incorporelles ou financières. Dans le cas présent, donc j'ai surligné en jaune la valeur brute de ces immobilisations, car c'est bien là le montant d'origine des investissements qui m'intéresse, et plus particulièrement, si je veux directement le total de ces investissements, je prends le total 1 de l'actif immobilisé, soit 84 968. Vous prenez bien le temps de surligner en jaune ces informations. Dans un deuxième temps, avec une autre couleur qui pour moi sera le vert, on va essayer de repérer dans ce bilan les ressources de financement qui engagent l'entreprise à long terme. On les qualifiera de ressources stables. Je vous précise par ailleurs que les amortissements et dépréciations représentent des capitaux épargnés pour financer le renouvellement des immobilisations ou des pertes probables. À ce titre, ils constitueront des ressources de financement de longue période. Idem pour les provisions, donc ces éléments, on sera amené à les surligner en vert. En fait, les amortissements et dépréciations correspondent à des ressources de financement pour l'entreprise. La première ressource de financement qui engage l'entreprise à long terme, c'est bien sûr le capital de l'entreprise, c'est-à-dire la somme des apports réalisés par les associés ou actionnaires lors de la création. Mais l'entreprise, ensuite, elle a créé ses propres ressources de financement, puisqu'elle a créé son propre autofinancement. En effet, chaque année, elle réalise du bénéfice et une partie de ce bénéfice est gardée sous forme de réserve. On va donc surligner en fait le capital, les réserves, le résultat, c'est-à-dire l'ensemble des capitaux propres de l'entreprise qui correspondent à des ressources stables. Ensuite, vous allez réfléchir à d'autres ressources stables pour l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ressources qui vont rester à la disposition de l'entreprise pendant une longue période? Il y a bien sûr les ressources externes de l'entreprise, en l'occurrence ici les emprunts, car il y a une partie des emprunts qui restera à la disposition de l'entreprise sur une longue période, c'est-à-dire des emprunts à long terme. Pour savoir la part des emprunts qui est à court terme et la part des emprunts qui est à long terme, vous regardez le petit renvoi, puisque à l'intérieur des emprunts, il y a des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque pour un montant de 852. Donc sur les 13 852 d'emprunts, il y en a en fait 13 000 qui correspondent à des ressources de financement à long terme et 852 qui devront être remboursés sur moins d'1 an puisque les concours bancaires sont accordés sur une courte durée à l'entreprise. Bien sûr, prenez bien le temps de surligner en vert le montant des emprunts, mais pas tous les emprunts, puisqu'il y a une partie des emprunts qui ne sera pas à long terme. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est surligner simplement les 13 000 et vous ne surlignez pas les 852. On termine avec les ressources stables, puisque le contexte nous disait que d'une manière générale, les amortissements, dépréciations et provisions peuvent être considérés comme des ressources de financement de longue période. On va également surligner le total des amortissements et dépréciations. Donc vous voyez bien que j'ai colorié en vert toute la colonne amortissement et dépréciation, mais si je ne veux que le total, je prends 25 963. Même chose pour les provisions, j'ai surligné les 900 de provisions. Donc j'ai ici l'ensemble de mes ressources de financement de longue période qui sont sur ce bilan et qui sont un petit peu éparpillées, on le voit bien, parce qu'il y en a un petit peu dans les capitaux propres, un peu dans les dettes et un petit peu au niveau de l'actif. On finit avec le reste des postes qui est à surligner avec une troisième couleur et qui est plus spécifiquement lié au cycle d'exploitation.
On va nommer ces ensembles de postes actifs circulants et dettes circulantes. On peut également appeler ça actifs circulants et passifs circulants. Donc ici, en orange, j'ai surligné mon actif circulant avec tout ce qui me restait dedans en valeur brute et mon passif circulant. Donc vous remarquez que la colonne nette de l'actif n'est pas surlignée puisque la colonne nette correspond à la différence entre le brut que j'ai déjà surligné et les amortissements et dépréciations que j'ai déjà surligné également. J'ai donc ici bien identifié à quel cycle fonctionnel se rattachait chaque poste du bilan. Mais on se rend bien compte en fait que mes cycles fonctionnels ici sont un petit peu éparpillés. Comme je vous le disais avec mes ressources de financement, j'ai du vert au niveau des capitaux propres, j'ai du vert au niveau des dettes, j'ai des ressources de financement aussi au niveau de l'actif. Et moi, l'idée, c'est d'analyser l'équilibre fonctionnel de cette entreprise, l'équilibre financier de cette entreprise. L'idée, en fait, la problématique de toute entreprise, c'est de savoir si elle a suffisamment de ressources de financement à long terme, c'est-à-dire suffisamment de vert, pour financer ses investissements, c'est-à-dire le jaune, et pour financer le besoin qui va provenir du cycle d'exploitation. Donc besoin que l'on calculera grâce à l'actif circulant et grâce aux dettes circulantes. Mais là, le problème, c'est que comme mon bilan comptable n'est pas bien organisé, c'est un petit peu difficile de répondre à la question. Donc je vais, à partir de ce bilan comptable, créer un nouveau bilan que je vais appeler bilan fonctionnel. Dans ce bilan fonctionnel, tout ce qui correspond au cycle de financement, je vais le mettre en haut à droite, je vais appeler ça ressources stables. Tout ce qui correspond au cycle d'investissement, je vais le mettre en haut à gauche, je vais appeler ça emploi stable. Et tout ce qui correspond au cycle d'exploitation, je vais le mettre en bas et je vais appeler ça actifs circulants et dettes circulantes. La construction du bilan fonctionnel va donc nous permettre de répondre à la problématique de l'entreprise qui se demande en permanence si elle a suffisamment de ressources de financement pour financer ses investissements et le besoin de financement qui est créé par l'activité. Si elle a suffisamment de ressources de financement pour financer l'intégralité de ses besoins, alors à la fin il lui restera de la trésorerie, sinon elle aura une trésorerie négative, c'est-à-dire qu'elle sera à découvert. On va maintenant établir le bilan fonctionnel de l'entreprise Jalum à partir de son bilan comptable. Donc je vous ai remis le bilan comptable tel qu'on l'a surligné sur la partie gauche. On va simplement réorganiser ce bilan comptable pour faire apparaître les cycles fonctionnels de l'entreprise. Donc vous avez à droite le bilan fonctionnel de l'entreprise que vous devez remplir, avec en haut à droite toutes les ressources stables, en haut à gauche les emplois stables pour le cycle d'investissement, et en bas le cycle d'exploitation, alors qui est en réalité divisé en 3 catégories. La partie véritablement qui correspond à l'exploitation de l'entreprise, où vous allez retrouver essentiellement les créances clients, les dettes fournisseurs et les stocks. La partie hors exploitation, on retrouve des opérations qui sont moins liées à l'activité courante de l'entreprise, donc notamment des dettes fiscales ou des dettes sur immobilisation. Et puis la partie trésorerie en bas, qui sera une résultante en fait de votre haut de bilan. On commence tout de suite la construction et on va commencer par la rubrique la plus simple. En l'occurrence, il s'agit des emplois stables qui représentent le cycle d'investissement de l'entreprise. Donc on va simplement reporter le total des investissements réalisés par l'entreprise, à savoir 84 968. Ensuite, on va remplir la rubrique ressources stables qui regroupe les ressources de financement de longue période de l'entreprise. Donc on a deux subdivisions dans ces ressources stables, ce qu'on appelle les ressources propres et les dettes financières stables. Les ressources propres, c'est les ressources que l'entreprise a apportées ou a générées elle-même. Donc on retrouve à l'intérieur le montant total des capitaux propres dans un premier temps qui correspond au total 1 du passif qu'on se contente de reporter. Ensuite on va reporter le montant des amortissements et dépréciations et le montant des provisions. Pour les amortissements et dépréciations, on prend bien le total de toute la colonne qu'il y a à l'actif. On ne se contente pas de regarder au milieu et de prendre 22 597, c'est une erreur courante. On prend bien le total qu'il y a tout en bas. Donc 25 963 que l'on reporte. Ensuite, je reporte le montant des provisions. Donc ici, c'est très facile. Vous avez simplement 900 € à reporter. Et je passe à la rubrique dette financière stable. Ensuite, il convient de remplir la rubrique dette financière stable. Donc il s'agit en fait des ressources externes qui restent à la disposition de l'entreprise pour plus d'1 an. Donc ça correspond au total des dettes financières qui correspondent en fait grosso modo au total des emprunts de l'entreprise. Donc je vais commencer par reporter tous les emprunts, qu'ils soient à court terme ou à long terme, je reporte tout.
Dans un deuxième temps, je vais enlever le montant des emprunts à court terme, autrement dit, ce que j'appelle les concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque, c'est-à-dire le petit renvoi que vous avez à côté des emprunts. Et dans un deuxième temps, je sais qu'à l'intérieur des emprunts, il y a chaque année des charges à payer qui sont constatées. C'est la rubrique intérêt couru, autrement dit le compte 1688. Et à chaque inventaire, je dois ajouter à mon emprunt le montant de ces intérêts courus. Eh bien, ces intérêts courus, je sais qu'ils vont devoir être remboursés sur une période qui est inférieure à 1 an, donc je suis obligée de les enlever de ces dettes financières stables. L'information qui concerne les intérêts courus, elle n'est jamais dans le bilan directement, elle est toujours en information annexe. Donc ici, vous remarquerez qu'elle est dans votre énoncé, c'est marqué intérêt couru sur emprunt bancaire stable pour 200 €. On va donc remplir ici, donc je commence par mettre le total de mes emprunts pour 13 852. Ensuite, j'enlève mes concours bancaires courants, donc j'écris moins 852. Donc je vais enlever les 852 au 13 852 et je retrouverai bien les 13 000 que j'avais identifiés tout à l'heure. Et enfin, j'enlève les intérêts courus sur emprunt, donc le compte 1688, pour 200 €. Alors évidemment, hein, ces concours bancaires et ces intérêts, je les ai enlevés à ce moment-là, mais il faudra que je les remette à un autre endroit. Hein. Il n'y a pas de sommes qui disparaissent en comptabilité. Donc s'ils ne font pas partie de cette rubrique-là, c'est qu'ils seront recasés à un autre moment dans le passif. Je fais le total ici de mes ressources stables et je trouve un montant de 110 693. Il convient maintenant de remplir la partie actifs circulants et dettes circulantes. Je vais vous demander dans un premier temps d'essayer de remplir la partie actifs circulants. Donc pour remplir cette partie actifs circulants, regardez bien ce que vous avez surligné dans votre bilan comptable. Vous remarquez qu'on a surligné que des valeurs brutes, donc forcément, pour remplir votre bilan fonctionnel, vous ne reprendrez que des valeurs brutes. Il y a un élément qui est susceptible de vous poser problème, c'est les charges constatées d'avance. Parce que parmi les charges constatées d'avance, il y a une partie qui est relative à l'exploitation et une partie qui se met dans la rubrique hors exploitation. Pour savoir quelle partie se met en haut et quelle partie se met en bas, donc là on a 582 € de charges d'exploitation, vous regardez le renvoi qu'il y a à côté des charges constatées d'avance. Ici, sur ces charges constatées d'avance, on vous dit qu'elles concernent l'exploitation, ça veut dire que la totalité des 582 va se mettre dans l'exploitation et donc on mettra 0 dans hors exploitation. Parfois on vous dit que ça concerne l'exploitation pour une partie simplement, donc là par exemple si ça avait été marqué concerne l'exploitation pour 500, ça veut dire que vous en auriez mis 500 en haut et 82 en bas. En fait il faut répartir le montant de la somme du bilan entre exploitation et hors exploitation. Cela doit vous donner les résultats suivants. Donc vous avez ici très peu de rubriques de rempli, puisque c'est un cas d'initiation. Donc les stocks ont été reportés en valeur brute, tout comme les créances d'exploitation et les charges constatées d'avance. Il n'y a rien dans la rubrique hors exploitation. Et au niveau de la trésorerie, donc j'ai reporté le montant de mes disponibilités, mais également le montant de mes valeurs mobilières de placement, que j'assimile à de la trésorerie, parce qu'en fait la particularité des valeurs mobilières de placement, qui sont des titres, c'est que je peux très vite les vendre pour pouvoir récupérer de l'argent. On dit que ce sont des placements qui ont une forte liquidité. La liquidité, c'est la capacité d'un actif à être transformé en argent pour ensuite pouvoir effectuer un paiement. Donc moi j'ai choisi de mettre ces valeurs mobilières de placement directement en trésorerie. Certaines approches les mettent en hors exploitation. Moi je considère que c'est quelque chose qui est très liquide. Donc je trouve mon total 2 au niveau de mon actif circulant et je vais pouvoir passer à mes dettes circulantes. Même chose que pour les charges constatées d'avance au niveau des dettes circulantes. Vous avez les produits constatés d'avance dont une partie concerne l'exploitation et une partie le hors exploitation. Il faut du coup chercher l'information sur cette éventuelle répartition. Ici, il n'y a pas de répartition à faire puisque tout concerne l'exploitation. Donc comme ça, vous savez où il faut les mettre. Autre difficulté au niveau des dettes circulantes, ça concerne les dettes fiscales et sociales. Donc la plupart des dettes fiscales et sociales se mettent dans l'exploitation. Donc il s'agit de dettes qui sont la contrepartie d'un compte 63 ou d'un compte 64 au niveau des organismes sociaux. Mais la dette fiscale d'impôt sur les sociétés, IS ça veut dire d'impôt sur les sociétés, c'est une opération qu'on classe en hors exploitation. Pour savoir le montant de cette dette d'IS, vous avez toujours une information en annexe. Donc ici, on vous dit, parmi les dettes fiscales et sociales, figure une dette d'IS de 2715. Donc parmi les 6362, vous avez 2715 que vous mettrez en hors exploitation, et donc le reste, vous le mettrez en exploitation. Du coup, vous pouvez remplir directement votre bilan fonctionnel.
Évidemment, faites pause hein, si ça va trop vite. L'idée n'étant pas de recopier bêtement le bilan fonctionnel, l'idée c'est de savoir le faire et de savoir le comprendre. Donc vous avez tout intérêt à faire votre bilan fonctionnel sans regarder la correction et vérifier simplement à la fin. Donc ici j'ai fini de compléter, j'ai calculé mon total 2 à droite, je trouve 19 642. Je vais donc vérifier que mon bilan fonctionnel est bon, puisque à la fin, le total de l'actif doit être égal au total du passif. L'actif s'appelant en fait emploi et le passif s'appelant ressources. J'ai trouvé ici un total général de 130 335 au niveau des emplois, au niveau des ressources. Donc mon bilan fonctionnel est équilibré. Si jamais votre bilan fonctionnel n'est pas équilibré, il y a un petit moyen pour cette première année pour savoir quel côté est bon, c'est de regarder votre total général et de le comparer avec le total de l'actif en valeur brute, donc qui est égal à 130 335. Et donc ça vous permet de savoir éventuellement si l'erreur est à gauche ou l'erreur est à droite, ou des deux côtés éventuellement. Et du coup, vous pouvez retrouver plus facilement vos erreurs. L'idée, évidemment, c'est qu'à la fin de votre bilan fonctionnel, toutes les rubriques du bilan comptable qu'on avait surlignées ici ont été recasées. Et donc, je fais référence à l'élément que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention, les concours bancaires, si on les enlève en haut, il faudra les remettre à un moment donné. Eh bien, les concours bancaires, ils ont été enlevés des dettes financières stables, mais ils ont été mis en contrepartie en trésorerie passive, donc ils apparaissent bien. De même que les intérêts courus, hein, ils ont été enlevés des dettes financières stables, mais ils ont été recasés au niveau des opérations hors exploitation. Donc on a bien toutes les opérations ici qui apparaissent dans notre bilan fonctionnel. Vous avez désormais compris comment construire un bilan fonctionnel. Son principal intérêt, c'est qu'il met en évidence les cycles fonctionnels de l'entreprise, cycle de financement pour les ressources stables, cycle d'investissement pour les emplois stables et cycle d'exploitation pour l'actif et les dettes circulantes. Donc toute la problématique de l'entreprise, je vous le rappelle, c'est de savoir si elle a suffisamment de moyens de financement pour financer les besoins qui proviennent des investissements et le besoin qui va provenir du cycle d'exploitation. Si c'est le cas, alors sa trésorerie sera positive. Si ce n'est pas le cas, sa trésorerie sera négative. On va désormais reporter ces notions de base dans le cours avant d'apprendre à analyser cet outil grâce à des indicateurs comme le fonds de roulement net global, le calcul du BFR et le calcul de la trésorerie. Tout cela sera ensuite complété par des ratios et je vous apprendrai ensuite comment construire une véritable analyse de l'équilibre financier de l'entreprise. Vous avez maintenant compris comment construire un tableau des soldes intermédiaires de gestion. Maintenant, on va reprendre le cours et dans le cours, je vais vous expliquer quelle est la signification de ces différents soldes et comment on analyse un tableau des soldes. Cela va nous permettre d'expliquer la formation du résultat dans une entreprise. Pour pouvoir voir la vidéo suivante, tu as besoin d'avoir sous les yeux le document qui correspond au chapitre 9 que tu vas pouvoir désormais compléter. N'oublie pas de garder cette vidéo dans tes favoris pour la revoir un jour et abonne-toi aux vidéos de la chaîne si ce n'est pas encore fait.